Le plateau télé du CIAN, ce sont d'abord des rencontres avec les acteurs de l'industrie, avec les acteurs de l'économie régionale, bien entendu. C'est aussi des rencontres avec des gens qui ont des parcours qui sont parfois un petit peu inattendus. Ici, au MIT, le parc des expositions de Toulouse, où le Salon des industriels d'Occitanie se tient jusqu'à ce soir. Eh bien, j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Bernard Kramlesek. Vous le connaissez probablement de vue parce que ça fait pas mal d'années qu'il fréquente le CIAN. Il est déjà intervenu sur ce plateau. Bonjour Bernard. Bonjour. Notre rencontre, c'est une rencontre portrait autour de votre parcours qui est un petit peu insolite puisque vous étiez un homme de science, un homme de technique, ingénieur de formation et de métier et vous êtes devenu écrivain. Et c'est cette transition qu'on va raconter un petit peu. Et puis bien entendu, on va parler des livres que vous avez déjà écrits, 2 tomes de votre saga que vous allez nous raconter. Cette transition professionnelle inattendue, racontez-la nous. Ça a commencé par un parcours d'ingénieur, assez classique, j'allais dire. Oui, tout à fait. Alors, merci Patrice, je suis très heureux de vous retrouver ici aujourd'hui. Donc moi, je suis un ingénieur, j'ai fait l'école polytechnique et j'ai fait Supaéro en école d'application. Donc mon monde, c'est celui des systèmes embarqués, de l'électronique, de l'intelligence embarquée. Donc déjà des technologies de pointe, donc qui incitent naturellement l'ingénieur que je suis à réfléchir. Et donc dans ma carrière très orientée sur la défense, j'ai fait des essais en vol de missiles, j'ai travaillé à l'étranger pour le développement d'un radar de très haute technologie, j'ai fait de la prospective pour imaginer l'usage dual de l'espace dans lequel on est aujourd'hui. Et puis j'ai fait ensuite une carrière de consultant et ensuite l'industrie automobile. Donc une carrière riche, variée, qui m'a amené tout un tas de choses, tout un tas d'idées. Et depuis cette année, changement de braquet, changement de posture, changement de position. Cette idée d'écrire, cette envie d'écrire, voire de devenir écrivain, ça vous tenait depuis longtemps ? Je sais pas. En fait, c'est assez curieux. Je pense que c'était totalement latent. Si je me regarde mes années collège, mes années lycée, j'étais dans les bons en français sans être dans les meilleurs. Ensuite, j'ai eu une volonté, quand j'étais étudiant, d'écrire une nouvelle. Ouais, donc ça avait démarré. Et puis surtout, ce qui s'est passé, c'est ce monde étudiant où je pratiquais le jeu de rôle, donc Donjons et Dragons, l'Appel de Cthulhu et quelques autres, m'a fait devenir un maître de jeu, m'a fait écrire des scénarios. Et qui dit écriture de scénario, pour faire jouer des personnages, on n'est pas loin finalement de la nouvelle ou du roman. Il y avait un imaginaire qui était déjà là. Il avait même démarré bien avant l'imaginaire, parce que moi j'ai quand même grandi partiellement en forêt de Brocéliande, donc ça laisse des traces. Donc il y a des ingrédients aussi qui expliquent l'accomplissement de ce projet, qui est la parution le 27 juin dernier du premier tome de votre saga des mondes uchroniques d'Amelia Earhart, le tome 1 qui s'appelle Aventure cthulienne, paru chez Hello Éditions. Alors on voit le livre qui est présent sur ce plateau, donc le tome 1, donc c'est la couverture bleue, avec un joli graphisme, on va le préciser, qui est signé de votre fille. Tout à fait. On fait les choses en famille et c'est plein de bon goût. Alors c'est quoi le pitch de l'histoire ? C'est quoi une uchronie d'abord ? Alors déjà une uchronie, c'est très simple, vous partez d'un fait historique réel, et puis ça se passe autrement. Typiquement, qu'est-ce qui serait passé si Napoléon avait gagné à Waterloo ? Puis ensuite, vous imaginez un monde. Alors, on fait la différence entre uchronie, qui est neutre, qui n'est ni positif ni négatif, et dystopie. Dystopie, ça veut dire qu'est-ce qui se passe si le réchauffement climatique, c'est plus 10 degrés et que ça intervient dans 5 ans. C'est une uchronie pessimiste. Une dystopie, c'est une uchronie pessimiste. Ouais. Alors vous êtes optimiste ou pessimiste ? Alors, je pense que je suis plutôt optimiste. Il y a des moments sombres quand même, comme dans tout roman. Voilà, il y a des moments difficiles. Non, je le veux uchronique, vraiment. Les gentils gagnent toujours à la fin et le monde va mieux. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Pitchez-nous un petit peu le tome 1 en tout cas. Tome 1, en fait, on démarre. Je crée d'abord, je mets en place mes personnages tout doucement. Donc avec une étudiante en plus qui est étudiante à Toulouse, puisqu'elle est à l'ISAE Supaéro, maison par laquelle je suis passé.
Et elle disparaît en vol avec son avion. Personne ne sait ce qu'elle est devenue. Personne n'a trouvé des traces de l'avion. Donc ça fait partie des mystères aéronautiques. Et donc elle a un copain étudiant qui est un bon ami qui tout d'un seul coup se met à enquêter. Et puis il va découvrir des choses et ça va l'amener à aller la sauver de là où elle est. Dans une dimension, alors on va pas trop divulgacher. Hein, on change de dimension en tout cas. On change de dimension et voilà, l'aspect uchronique, il est là. Et pourquoi cthulien, aventure cthulienne, c'est en référence à Howard Philip Lovecraft, écrivain décédé en 1937, donc qui a un petit peu réinventé la littérature fantastique et donc tout ce qu'il avait créé, je m'en suis inspiré. Je suis pas le seul écrivain à avoir fait ça. D'accord. Le tome 2 vient de sortir, tout juste, il sort des presses. Donc ce tome 2 qui est une suite du tome 1. Tout à fait. Comment alors vous oui, l'avez construit ? c'est vraiment une suite du tome 1. À l'origine, c'était un seul manuscrit. Puis mon éditeur m'a dit non mais ce que vous avez écrit, c'est trop gros, il faut le couper. D'accord. Je dis c'est facile, moi je raisonne par aventure, il y a 4 aventures dans le tome 1, il y en a 4 dans le tome 2, on va couper au milieu, on va faire en sorte qu'il y ait à peu près la même taille au niveau des romans, puis voilà. Il y a une différence entre le premier et le deuxième, les choses évoluent, alors, votre vision de l'histoire, votre style, votre propos évolue. Oui, alors déjà, mes amis de mon comité de lecture personnel m'ont dit plus tu écris, mieux c'est. Voilà. Ça, c'est l'expérience. Ça, c'est l'expérience. Et puis, mes personnages évoluent. J'ai rajouté beaucoup plus de choses qui ne sont pas dans le tome 1, notamment en termes de psychologie des personnages. Et donc, ils font part de leur souffrance interne parce qu'ils ont des problèmes comme tous les êtres humains. Et donc il raconte dans le tome 2 ce par quoi il passe avec des moments un peu poignants. Donc un premier roman, de toute façon, c'est toujours un petit peu difficile. Ça a été difficile pour vous de vous lancer dans l'écriture ? Non. C'est venu brutalement comme ça et d'une façon finalement assez récente. Et donc ce que j'ai produit en termes de nombre de mots est assez... ça fait peur. Vraiment, d'ailleurs, ça m'a beaucoup fatigué à une certaine époque. Et, ça fait peur à votre éditeur aussi ? Non. Non, lui il aime bien. En plus, il sait que les 6 tomes sont écrits, donc il est confiant. On a déjà un calendrier global de publication. Non. Oui, donc pour répondre à votre question, c'était... Sur la difficulté d'écrire ou pas ? Non, alors roman. C'était pas difficile, c'est venu naturellement. Alors, le premier, en fait, est né de l'adaptation d'un jeu de rôle que j'avais fait pour l'ISAE Super Héros. Oui. Et j'aimais tellement cette histoire, je me suis dit, mais ça en ferait une nouvelle magnifique. Donc je l'ai un petit peu transformée, ça m'a donné ma première aventure du tome 1. Si on fait la somme de tout ce qu'il y a dans les 6 tomes, il y a 23 aventures qui suivent, avec les mêmes personnages, des nouveaux personnages qui évoluent, tout le monde évolue. Et donc, non, c'est venu facilement. Et une fois que je les avais créés, j'ai eu envie de continuer, tout simplement. Alors, 4 autres tomes à sortir. La parution, c'est... En fait, il y en aura plus. Je travaille sur le 7e. D'accord, vous arrêterez plus. Non. Voilà. Et ils sortent quand ces prochains ? Parce qu'ils sont déjà prêts, en fait. Oui, alors en fait, grosso modo, tous les 3-4 mois. Donc là, je ne sais pas si... je suis en contrat sur le tome 3. Je ne sais pas s'il sera publié en décembre ou en janvier. Ce serait pas mal que ce soit en décembre. Bon, en tout cas, vous êtes un serial writer, comme on dit. Ouais. D'autres projets d'écriture Oui, alors j'ai un roman historique familial. Ouais. J'ai un roman historique familial qui sera probablement publié sous mon vrai nom. Oui, parce que Bernard Kramlesek, c'est votre nom de scène. Hein. Oui, exactement. Exactement. Et je ne donnerai pas l'explication qui restera confidentielle. Très bien. On le respecte. Voilà, je vous le dirai hors caméra. Voilà. Et donc cette histoire de votre propre famille ? Oui, parce que j'ai une famille très riche. Moi, mes grands-parents, du côté de mon père, sont des émigrés ukrainiens de l'Ouest. Donc ils ont vécu les affres de la Première Guerre mondiale, de la Seconde Guerre mondiale. Il y a eu des déportations en Sibérie. Enfin, c'est le docteur Jivago à tous les étages. D'accord. Et pour en avoir discuté avec des amis, ils m'ont dit mais ça, faut que tu le racontes. Voilà, il y a un peu un devoir de mémoire peut-être. Et c'est la vraie histoire là pour le coup. Là, c'est la vraie histoire. Alors, roman, là, je l'appelle roman historique parce que je fais parler mes ancêtres et mes grands-oncles. Donc il y a une dimension de fiction. Voilà. Mais les faits sont avérés. C'est-à-dire que j'assemble les faits avec quelque chose qu'on ne connaît pas. Mais les faits, ils sont tous là. Donc c'est vrai sur les faits à 99%. Puis sur le reste, c'est du roman. Et ça, c'est pour quand ? Alors probablement fin 2026. On avait décidé avec mon éditeur qu'on le sortirait après les 6 tomes de la saga. Maintenant qu'il y a le 7e tome, ça sortira peut-être entre les deux. De toute façon, c'est pas grave, parce que comme c'est pas le même auteur.
Clairement, vous êtes devenu un écrivain de métier. C'est en tout cas votre projet, finalement, votre nouveau projet professionnel. C'est ce que me dit mon éditrice. Elle me dit, en fait, non, mais t'es vraiment un écrivain. Ouais. C'est un peu surprenant pour moi parce que tout est venu si vite. C'est ça qui est inattendu, en fait. Alors, il y a eu cette latence, il y a eu le fait que ça vienne vite, il y a eu ce plaisir que je prends à la fois à écrire et puis à avoir des retours par mes lecteurs qui me disent waouh. Alors, c'est plus ou moins facile. Les gens qui me connaissent bien se disent mais comment ça se fait que tu écrives tout ça, quoi, voilà. Votre style, vous l'avez travaillé, enfin vous l'avez pensé, vous l'avez réfléchi, vous l'avez travaillé. Est-ce que c'est de l'ordre de la construction, de l'apprentissage, ou c'est finalement, vous avez eu le sentiment que c'était assez naturel, que ça coulait de source? Moi, je pense que c'est du ressort de l'intuition, plutôt. J'ai choisi, j'en ai discuté avec une amie qui est prof de français. Elle m'a dit mais en fait ce qu'il y a de marrant c'est que tu mélanges du moderne avec tes dialogues qui sont vraiment extrêmement modernes avec de l'ancien parce que tu rédiges au passé avec de l'imparfait, du passé simple et tout ce qui va avec. Et j'avoue que j'aime bien ce mélange, oui, et ce souci de trouver l'envie au lecteur de visualiser mes scènes. Vous avez été ingénieur dans toute votre carrière professionnelle, on l'a dit tout à l'heure. Est-ce que d'une manière ou d'une autre, ça a influencé les récits? Clairement, c'est un livre d'ingénieur. Il y a des situations, des descriptions de scènes qui sont des trucs d'ingénieur. Il y a de la technologie, dont des technologies que j'ai connues. Alors évidemment, comme c'est de la science-fiction, je m'amuse un peu aussi avec ces technologies. J'invente des trucs qui n'existent pas. Je trouve ça très drôle. Et puis il y a même des scènes qui sont issues de ma vie professionnelle. Alors elles sont cachées. Alors ceux qui me connaissent peut-être les reconnaîtront. Mais comme je dis pas tout, voilà. Alors il y a des passages techniques, mais c'est pas un livre technique, rassurez-nous. Non, c'est pas un livre technique. On est dans le roman qui se lit bien facilement. Alors oui, parce que j'ai fait l'expérience justement avec quelques amis un peu testeurs qui connaissaient pas soit les mondes fantastiques de Howard Philip Lovecraft pour ce qui est des tomes 1 et 2, soit eux-mêmes qui n'étaient pas spécialistes ni de l'aéronautique ni quoi que ce soit, et ça se lit très bien, apparemment, c'est ce qu'on me dit. Il y a une dimension autobiographique dans ces récits. Alors oui. Alors outre le fait que l'étudiante a fait la même école que vous. Alors tous mes personnages ont un peu quelque chose de moi. Enfin, plutôt les gentils, les méchants. Oui. J'espère pas trop. Mais donc. Et puis il y en a un moment. Alors ça apparaît dans le tome 2 d'ailleurs. Il y a un dénommé Bernard qui apparaît. C'est moi. Et ça va aller de pire en pire. Vous vous mettez en scène dans vos Oui, tout à fait. Vous une petite apparition fugace. Oui, absolument. Alors d'abord dans le tome 2, ça reste light, quoiqu'à la fin il se passe des choses. Mais on va pas divulgacher. Bien sûr. Par contre, par la suite, ce personnage va prendre de l'importance dans les tomes 3, 4, 5, 6. Et là, je me suis amusé. D'ailleurs, à un moment, il va parler de choses qu'il a connues dans sa vie aux autres héros, pour leur dire attention, là vous allez à tel endroit, ça va être dangereux, et je sais de quoi je parle. Voilà. Ce rapport avec l'histoire, vous nous expliquiez tout à l'heure que ce qu'est une uchronie, c'est-à-dire ce plaisir de tordre l'histoire finalement et de lui faire dire ou de lui faire révéler des choses qui n'ont pas eu lieu. Ça, c'est un intérêt personnel pour l'histoire. Vous êtes un connaisseur d'abord et puis quelqu'un qui aime l'histoire. Alors oui, j'ai toujours aimé l'histoire depuis tout petit, depuis l'école. Je continue à lire des romans historiques, je vois beaucoup de documentaires. L'histoire, c'est l'homme de l'avenir et celui qui connaît son passé, disait Nietzsche. Ce qui veut dire que connaître l'histoire, ça nous permet de mieux nous projeter dans l'avenir. Et voilà, si j'ai un message à faire passer, c'est lisez, cultivez-vous, apprenez l'histoire, parce que le monde de demain, on a besoin de connaître tout ce qu'on a fait dans le passé. Voilà, oui. Ça vous amuse quelque part, cette manière de travestir l'histoire ou d'imaginer des suites en tout cas qui n'ont pas eu lieu. C'est un jeu pour vous finalement un petit peu comme les jeux de rôle complètement. Où vous étiez complètement libre pour le coup. Oui. Et alors surtout ce que j'aime non seulement c'est d'inventer un futur autre, mais c'est aussi d'utiliser des personnages historiques.
Faire un dialogue avec des personnages historiques, voilà, on peut ressortir de l'histoire un Talleyrand, un Louis XVIII. J'ai aussi une espionne allemande qui était fidèle à l'empereur Napoléon, qui est un de mes personnages fétiches. Voilà, j'en ai d'autres comme ça qui sont des personnages historiques, y compris des personnages actuels. Alors ils n'ont pas toujours le beau rôle d'ailleurs, mais on n'en parlera pas. Il y a un peu de politique justement dans votre politique ou de géopolitique. Oui, tout à fait. Il y a des points de vue qui sont mes points de vue, qui touchent à des choses liées à la tolérance, au vivre ensemble, des sujets qui me sont très chers. Voilà, donc de lutter contre tous les fanatismes. Il y a un message. 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 Moins dans le tome 1, ça commence à apparaître sérieusement à partir du tome 2, ensuite ça va aller crescendo. C'est quoi l'idée? C'est un devoir finalement de votre part de parler, de dire dans le monde incertain et trouble qu'on traverse? Peut-être. Moi je me qualifie moi-même d'enfant de la guerre froide. Alors la génération qui pouvait parler de la Première Guerre mondiale n'existe plus. Celle qui peut parler de la Seconde Guerre mondiale, il y en a de moins en moins. Oui. La génération suivante qui devra communiquer aux autres, c'est peut-être ceux justement de cette période qu'on pensait être celle des 30 glorieuses, etc., etc. Une période un peu idyllique, sauf que c'était la guerre froide, et puis que quelque part, certains ont dit que la guerre froide n'était jamais terminée, et c'est un leader d'un grand pays à l'est de notre Europe occidentale qui dit ça. Je ne suis pas d'accord avec lui pour tout ce qu'il fait, etc., mais là, pour le coup, il a raison. La guerre froide ne s'est jamais arrêtée. Alors écrivain, c'est votre nouveau métier. Alors comme dans tous les métiers, il y a des arcanes, il y a des fonctionnements, il y a des process. Par exemple, le travail de l'écrivain et les rapports qu'il entretient avec sa maison d'édition. Tout à fait. Toute cette procédure, tous ces process-là, vous les avez découverts. Oui. Et avec joie et satisfaction ou avec douleur? Les deux, comme toujours, parce que vous envoyez votre manuscrit à tout un tas d'éditeurs qui pourtant sont dans le secteur fantastique, science-fiction, aventure, espionnage, etc. Vous dites, ça devrait marcher, celui-là je l'aime bien, il me plaît bien cet éditeur, puis il vous répond pas. Ou alors il vous répond négativement. Puis vous apercevez que le délai de réponse en fait est dépassé. Donc, puis il y en a un jour qui vous dit, waouh, votre truc là, j'ai flashé dessus, c'est super, j'ai envie. Ouais. Vous vous dites pourquoi pas, allez on y va, de toute façon on va pas continuer son temps à attendre. Ça peut être très long, il y a certains auteurs qui sont des auteurs merveilleux et qui souffrent longtemps. Alors aussi il y a la solution de se tourner vers l'auto-édition, de vendre sur des grosses plateformes universellement connues sur la planète. J'ai pas eu envie de le faire, j'ai voulu me frotter aux éditeurs, je sais pas pourquoi, je sais pas si c'est du masochisme mais et cet éditeur qui vous ratue, donc Hello Édition, comment ça s'est passé avec lui? Ça a été un travail long et fastidieux Non, ça a été assez rapide, de remettre en forme? En fait, initialement, le problème c'était que quand ils ont découvert mon manuscrit, qu'ils l'ont aimé, je leur ai dit à la première réunion qu'il y en avait 2 autres derrière. Et puis ils m'ont dit, mais c'est beaucoup trop gros tout ça, il faut qu'on fasse, nous, notre ligne éditoriale, c'est de faire des romans d'une certaine taille. Donc c'est ce qu'on voit ici. Et je leur ai dit, c'est pas un problème. Parce que mon style de narration, c'est-à-dire le fait de travailler par aventures qui sont groupées dans un même tome et qui se suivent, faisait que je pouvais découper. Et finalement, la seule solution, c'était de découper en 6 tomes. Alors ça m'a demandé par contre beaucoup de travail de réécriture, puisqu'il fallait que les tomes soient homogènes. Donc là, on rentre dans de la technique. Oui. Et le truc, c'est que ça reste un roman, que ça soit toujours aussi merveilleux. Donc on rajoute des chapitres auxquels on n'avait pas pensé. On fait des intrigues secondaires pour tromper le lecteur. Ça, j'adore. Et puis surtout, on rajoute des éléments psychologiques, parce qu'on se dit, ces personnages, finalement, ils méritent de dire des choses pour faire réfléchir le lecteur. Vous vous sentez proche de vos personnages? Très. C'est ce qu'on dit d'un écrivain, qu'il est. Alors ça va même au stade. Il se prend d'affection pour ses personnages et jusqu'à en rêver la nuit, jusqu'à les imaginer dans sa vie quotidienne à lui. Ça n'en est pas loin. Il faudrait demander à ma femme ce qu'elle en pense d'ailleurs. Oui. En fait, il y a des scènes que quand je les ai écrites, j'ai pleuré avec mes personnages tellement l'émotion était forte. Et puis il y a des moments où mon intrigue était tellement compliquée, j'avais inventé un truc inextricable, que la solution est passée par un des personnages. Alors, je dirais pas comme Fred Vargas ou comme d'autres auteurs, comme Amélie Nothomb, que c'est eux qui m'ont dicté le truc, mais j'en suis pas loin. En fait, j'ai un de mes personnages qui a décidé de se sacrifier pour trouver la solution, pour résoudre le problème. Et ça, c'est venu en l'écrivant? Oui.
L'ingénieur que vous êtes n'avait pas planifié son histoire. Je planifie du début rien. à la fin. Je planifie rien. Quand je démarre une aventure, j'ai une idée à 3-4 chapitres d'avance de ce qui va à peu près se passer, c'est tout. Et donc, en fait, je découvre en même temps que le lecteur. Quasiment. Je triche un peu, quand même. Monsieur l'ingénieur écrivain, c'est plus facile de faire voler un avion ou d'écrire un livre? Oh, je pense que c'est plus facile d'écrire un livre. Donc là, il y a un message pour les ingénieurs et puis les autres aussi. Si vous voulez vous mettre à la littérature, c'est bien parce que je crois que les gens ont envie de lire. Et la France est un pays formidable pour ça. On est un pays où les gens lisent le plus. Et donc il faut que ça continue parce que je crois que c'est un signe d'espoir pour la société. Alors ils lisent le livre tel qu'il est édité ici en papier. Le technicien, le scientifique que vous êtes, aime-t-il les lectures sur écran? Alors, le livre dématérialisé? Moi-même, il m'arrive de lire sur écran des manuscrits d'autres copains qui ne sont pas encore édités, etc. Ou même, oui, voilà, exactement. Il est vendu, bien entendu, sous forme numérique. Je comprends très bien qu'on ait une tablette et qu'on ait envie de lire en numérique. Il semblerait quand même que les outils dédiés soient les plus sympathiques à lire. Il faut qu'on retrouve ce confort visuel qu'on a avec les pages d'un livre. C'est pour ça que moi, j'aime bien le papier. Mais bon, alors on peut lire sur les tablettes modernes avec écran brillant, etc. Mais les écrans mat, la couleur du papier, ça a du sens. C'est pas mal. Demain, pourriez-vous être remplacé par une IA? Je ne crois pas. Alors je connais très bien l'IA, c'est un de mes sujets de prédilection dans une de mes vies d'ingénieur que je continue, bien que je dirais n'ayant plus d'activité industrielle. Je connais très très bien l'IA. Non, l'IA n'a pas d'intuition. L'IA n'est pas créative au sens où on l'entend ou pour inventer des choses issues de nulle part, parce que c'est ça dont on parle. Alors peut-être qu'une IA pourrait me copier, ça oui, ça c'est très facile. Mais non, et même pour mes recherches historiques, j'utilise pas d'IA. Pourtant, je connais l'IA et j'ai même été trempé dedans quand j'étais petit. D'accord. Eh bien écoutez, je vous invite, mesdames et messieurs, à découvrir les 2 premiers tomes des Mondes uchroniques de Bernard Kramlesek, cet ingénieur devenu écrivain qui a sauté le pas et qui nous livre des récits baigné dans la science-fiction, mais trempé dans une histoire un petit peu revisitée également, avec tous ces personnages qu'il a créés, cette galerie de personnages attachants pour certains d'entre eux qu'il a créés. C'est donc à acheter auprès de Hello Édition, donc la maison d'édition qui vous a publié, et 3 ou 4 autres, 4 ou 5 autres tomes qui vont sortir bientôt en attendant votre roman autobiographique familial. Merci beaucoup Bernard Kramlesek, bravo pour votre courage et pour cette réorientation professionnelle réussie, on va le dire comme ça, d'ingénieur à écrivain. C'était la rencontre ce matin avec Bernard Kramlesek ici au CIAN de Toulouse. Bonne journée et bon salon. Merci Patrice.